votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce jeudi, les 50 ans de PNUD à New York. Le président Faure Gnassingbé, seul chef d'État invité, salue l'engagement au Togo dans l'institution onusienne. Nous entendrons le chef de l'État tout à l'heure. La migration des acteurs économiques du secteur informel à l'économie formelle. Un statut défini désormais, la transhumance, le statut de l'entrepreneur en droit au RADA, les précisions dans cette édition. Enfin, les filles au métier d'homme, ça hésite encore. Le projet pépinière à Fumet entreprend la promotion. Comment cela se fait? Eh bien, nous irons à la découverte. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et on commence donc par les 50 ans de PNUD célébrés au siège à New York. Seul chef d'État invité, le président Faure Gnassingbé, le chef de l'État à l'occasion, salue, vous allez l'entendre, le rôle de l'institution onusienne en matière de développement, surtout son implication, son accompagnement dans la gouvernance démocratique, économique et sociale chez nous au Togo. D'ores et déjà, toutes nos excuses pour la qualité du son de l'intervention du chef de l'État, Joseph Abidjan. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD apporte à plus de 170 pays dans le monde les outils et les moyens nécessaires pour leur développement. 50 ans après cet engagement auprès des pays en développement, le PNUD reste attaché à la réalisation progressive des aspirations des peuples malgré les défis. Le président de la République, Faure Gnassingbé, est le seul chef d'État invité à cet anniversaire des 50 ans du PNUD à New York. Lors d'un panel au siège des Nations Unies, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a partagé l'expérience togolaise et l'accompagnement du PNUD au Togo. Le PNUD a consolidé cette paix retrouvée par le lancement d'un processus de réconciliation nationale qui a une particularité d'associer la population à la base. C'est-à-dire qu'une consultation a été lancée au Togo en demandant aux hommes et aux femmes du Togo qu'est-ce que vous entendez par vérité. Est-ce que celui qui est au sud du Togo a la même compréhension du mot vérité que celui qui est au nord? Vérité, justice et réconciliation. Donc ça nous a permis de dire que ce processus est beaucoup plus complexe que prévu parce que les différentes populations n'ont pas la même compréhension des objectifs que nous voulons atteindre. Donc grâce à cette consultation, nous avons évité les écueils et nous avons pu dérouler notre processus de réconciliation nationale. Ensuite, la preuve de la réussite de l'action du PNUD avec les autres partenaires, c'est que les élections qui se sont déroulées après ce processus de réconciliation ont toujours été apaisées et les deux dernières élections générales en 2013 et en 2015 ont eu lieu sur financement propre avec l'appui du Conseil du PNUD et ont été saluées par tous les observateurs. Nous avons acquis chemin faisant des capacités en matière de sécurité que nous avons pu partager avec d'autres pays de la sous-région. Nous avons pris du retard dans l'exécution des objectifs du millénaire pour le développement. Mais grâce à la mobilisation et au plaidoyer du PNUD, nous avons pu rattraper le retard par un mécanisme d'accélération qui a été conçu et initié par le PNUD, ce qui nous a permis de nous mettre en bonne position pour les ODD. Et pour cette dernière partie des objectifs de développement durable, nous sommes en train de lancer deux programmes parce que nous avons constaté que la croissance dans notre pays n'était pas suffisamment inclusive. Donc il fallait une action volontaire puisque les sources de notre croissance ne nous permettaient pas de faire profiter cette croissance-là aux populations les plus vulnérables. Nous avons lancé avec l'aide du PNUD mais aussi du pays frère du Sénégal le programme d'urgence de développement communautaire. Nous avons dessiné ce programme et nous pensons que cela va faire une différence parce que les populations les plus pauvres pourront avoir accès au fruit de la croissance, pas de façon automatique, mais grâce à l'action volontariste. Pour le président de la
République, le PNUD a été d'un appui majeur dans l'élaboration en faveur du Togo des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État a évoqué l'urgence de prendre des décisions en faveur de la jeunesse. Ce qui est important, c'est l'ambition que nous nous fixons et les moyens que nous nous donnons. Et nous disons comment faire pour que l'échec du passé ne se répète pas. Et je crois que cette ambition, elle est d'autant plus importante que les conséquences de la pauvreté aujourd'hui sont beaucoup plus dévastatrices qu'elles étaient hier. Parce que le jeune qui est pauvre aujourd'hui a le choix entre sortir de la pauvreté ou alors un nouvel choix du terrorisme, le trafic de drogue, et etc. Donc cela met plus de pression sur le gouvernement pour trouver des solutions idoines. C'est pour ça que nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai parlé d'urgence, agir maintenant, agir vite, et c'est ce que le programme d'urgence de développement communautaire nous permet de faire. Ne pas aller attendre des ressources venues de l'extérieur, mais mobiliser ce qu'on peut mobiliser sur le plan intérieur, adapter les procédures de passation de marché pour que les populations puissent obtenir satisfaction. La présence du président de la République au siège du PNUD à New York a été également marquée par la signature d'un programme de développement qui couvre la période 2014-2018. L'ambitieux programme d'urgence pour le développement communautaire, initié par le chef de l'État, a fortement reçu l'adhésion des responsables du PNUD qui se sont engagés à le soutenir financièrement en vue de sa réussite. Et voilà, une fois encore, toutes nos excuses pour la qualité du son de l'intervention du chef de l'État. Deuxième jour de vaccination, de la campagne de vaccination contre la méningite dans le nord du pays. Le Premier ministre a effectué, vous voilà les images, une tournée à Dankpen et à Basser, les zones les plus touchées. Il a visité notamment les malades pour leur apporter le réconfort du gouvernement. Pour le chef du gouvernement a également assisté à des séances de vaccination et a lancé par la même occasion un appel à la poursuite de la mobilisation sociale pour venir à bout de la maladie. Voilà les images. Nous reviendrons plus amplement sur le sujet dans nos prochaines éditions. Bientôt, c'est pour bientôt, la pose de la première pierre pour la construction du nouveau siège du Parlement togolais. C'est la Chine, vous le savez, qui sera le maître d'ouvrage. Le chantier a été encore évoqué ce jeudi par le président Damon Dramani et l'ambassadeur Yuki Liu. Les précisions du diplomate chinois au micro de Gérald Agoudjou. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence M. Dramani, président de l'Assemblée nationale. Et nous avons eu l'occasion de parler un peu des bonnes relations de coopération amicale entre nos deux pays, nos deux assemblées et surtout entre nos deux peuples. Oui. Suite à la dernière visite officielle du président de l'Assemblée en Chine et surtout suite au sommet Johannesburg Chine-Afrique, et nous partageons une grande convergence de renforcer la coopération amicale dans tous les domaines entre la Chine et l'Afrique et surtout avec le Togo. Oui. Et je suis sûr que les relations amicales et une meilleure coopération vont continuer entre l'Assemblée populaire de Chine et l'Assemblée nationale du Togo. Et puis,
nous avons parlé aussi du projet du siège, de la construction du siège du nouvelle Assemblée du Togo. Et le travail avance très bien et mes collègues de l'Assemblée nationale et mes collègues de Chine sont en train de travailler assidûment pour un bon avancement du travail. Et j'espère qu'on aura bientôt une cérémonie de la pose de première pierre. Et j'espère que ce projet, avec la construction du nouveau siège de l'Assemblée, les députés du Togo pourront mieux travailler au service du peuple togolais et de l'amitié avec les pays amis. Voilà les précisions du diplomate chinois ce matin au sortir de cette audience avec le président de l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué ce soir, l'entrepreneur. De quoi s'agit-il ou de quoi parle-t-on précisément ici? Eh bien, c'est une nouvelle catégorie de professionnels relevant de la réglementation commerciale. Nous sommes là en droit au radar. Il est question de son statut, des mécanismes et stratégies pour l'application de ce statut. L'objet de cette rencontre, les précisions de Douaré Erno Kilifou. Comment favoriser la migration des acteurs économiques du secteur informel vers l'économie formelle? L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires WADA a institué dans ce sens le statut de l'entrepreneur. En clair, il s'agit des acteurs qui, de par leurs activités, ambitionnent de créer une entreprise. Pour sa mise en œuvre, chaque État membre est appelé à formaliser cet acte uniforme en tenant compte de son environnement économique. Cette disposition vient ainsi renforcer les séries de réformes déjà entreprises pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ces réformes, entamées depuis 2012, ont consisté essentiellement à simplifier les formalités de création d'entreprises à travers la réduction des coûts et des délais y afférents. Elles ont conduit à la mise en place du Centre de formalité des entreprises CFE qui opère sous forme d'un véritable guichet unique où toutes les administrations intervenant dans les formalités d'entreprise sont regroupées en un seul lieu. La formalisation ainsi soutenue et encouragée par l'OADA entend accroître la sécurité juridique des acteurs économiques et leur faciliter l'accès aux services bancaires. Avec ces atouts, ils pourront développer leurs affaires, créer plus d'emplois et contribuer à la réduction de la pauvreté. Il nous faudra donc tout un programme de migration des opérateurs du secteur informel vers le secteur formel. C'est à l'effet de jeter les bases d'un tel programme que le ministère de la Justice, chef de file de la rénovation du droit des affaires, s'est proposé d'organiser le présent atelier. L'objet de ce séminaire est par conséquent de rapprocher les responsables de la Commission nationale pour l'OADA des diverses administrations concernées, des organisations professionnelles et des formations de la société civile concourant à l'encadrement du secteur informel, à la distribution du microcrédit, à l'emploi des jeunes et des femmes. La rencontre devra permettre de doter le pays d'un statut juridique adapté, simplifié pour l'entrepreneur qui exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole, avec pour finalité la création d'entreprises.
La sécurité maintenant à la gestion professionnelle des manifestations précisément. Il y a quelques jours, on en parle déjà avec le recyclage de nos forces de l'ordre de sécurité. L'objectif de la manœuvre, c'est d'éviter d'éventuelles bavures policières. L'étape d'attaque, il va vérifier notre bureau sur place. Bien, un petit souci avec ce sujet sur la manœuvre de nos forces de l'ordre et de sécurité. Nous y reviendrons tout à l'heure. La plaine de Djablé, on en parle aussi ce soir. Où en est-on dans la réalisation de ce projet, les ouvrages, les infrastructures hydro-agricoles, socio-collectives? Eh bien, c'est justement de ça qu'il s'agit ici, à cette rencontre de Lomé. Le récit, Emmanuel Adjaglou, Eric Djanipo, avec Esther Laclé. Le gouvernement, dans le souci de consolider la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des populations, met un accent particulier sur la promotion de la riziculture. Ceci à travers la réhabilitation des anciens périmètres hydro-agricoles et l'aménagement des bas-fonds et des terres en aval des barrages et des points d'eau. C'est le cas de la plaine de Djablé d'une superficie de 340 hectares dont la mise en valeur a été lancée le 13 février 2015. Les acteurs impliqués dans le projet se réunissent pour valider le rapport des études. C'est le projet de développement de la plaine de Djablé qui consistera à réaliser 340 hectares de périmètre irrigué avec des mesures d'accompagnement qui consisteront à construire des bâtiments scolaires, des centres de santé, des bâtiments pour l'assainissement et le milieu d'hygiène, bien sûr, avec également la construction de quelques bassins piscicoles. Les bénéficiaires mesurent l'importance de ce projet et comptent apporter leur contribution pour sa réalisation. Le projet qui est arrivé à Djablé est une bonne chose. Mais au départ, nous avons mal compris la chose. On a cru que nos terrains seront pris par l'État et qu'on n'aura rien en retour. Et par la suite, on a compris que c'est notre bien qui est en jeu. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a invité les participants à consolider les acquis pour le développement de l'agriculture togolaise. Le projet a reçu le soutien de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA et de la Banque islamique de développement BID. Des ressources humaines compétentes sur le marché de l'emploi, l'enseignement supérieur technique se donne des moyens. C'est l'essentiel à retenir des assises de son conseil supérieur réuni depuis 3 jours. Les travaux ont pris fin cet après-midi. Eric Djanipo, Lucassi. L'enseignement technique et la formation professionnelle au Togo à la recherche d'une nouvelle dynamique. Les acteurs s'investissent à donner un nouvel élan à ce secteur. Pour l'essentiel, il était question d'améliorer le contenu et les méthodes d'enseignement dans les établissements de formation technique. L'intérêt de tout ça, c'est que parfois, ou bien par le passé, quand vous êtes recruté en tant que sortant du système, on est souvent obligé de vous faire une formation d'embauche. Mais si nous instituions à partir de cette collaboration agissante maintenant des stages pratiques en cours et fin de la formation, nous pensons que sortir du cursus de la formation, les apprenants seront à même d'être utilisés immédiatement. Cette baisse d'orientation jette les bases d'une formation plus orientée vers des secteurs porteurs. Nous avons besoin d'un système d'alerte rapide au niveau national
et d'études plus prospectives afin de nous préparer au changement du monde du travail et de la société. Dès lors, nous devons faire appel aux entreprises et aux centres de recherche pour identifier les connaissances, les compétences et les qualifications qu'exigeront les changements de l'économie afin de permettre à l'enseignement technique et à la formation professionnelle de s'y adapter. Entre autres innovations issues de cette session, l'instauration des TIC dans le système d'enseignement professionnel. Voilà un souci, là aussi, visiblement pour ce sujet, nous y reviendrons. Voilà donc pour l'enseignement technique. Il y a aussi ce constat établi, très peu de filles osent embrasser les métiers dits d'hommes. C'est toujours un peu timide. AFEMET, c'est une association, sa vocation, encourager justement les filles à aller vers ces métiers. Comment cela se fait? Eh bien, allons à la découverte du projet Pépinière pour AFEMET et c'est la clé. Les filières scientifiques enregistraient un taux faible de filles. Elles étaient quasiment inexistantes dans ces filières. Et pour accéder au savoir scientifique, les femmes avaient recours à la lecture ou aux recherches personnelles. Dans la pratique, le choix des filières se fait généralement en classe de 3e. Les garçons optent pour les filières scientifiques et la plupart du temps, les filles préfèrent la littérature. Une tendance à renverser. Simone est étudiante dans la filière maritime. Juste le travail, c'est le travail qui paie. Donc, j'étais première de ma promotion, ça c'est bien. C'est juste ça. Il faudrait que je devienne commandant. C'est mon premier objectif. Après ça, plus tard, je peux rester à l'administration du port pour servir mon pays. Pour que j'ouvre aussi les portes à d'autres femmes. Puisqu'actuellement, je suis la seule dans le domaine au Togo. J'aimerais aussi ouvrir la porte, sensibiliser pour que d'autres femmes aussi puissent intégrer ce domaine. Tout comme Simone, plusieurs femmes togolaises essaient de changer la donne. Elles sont dans les travaux publics, l'électronique, la peinture, l'architecture, les sciences et les mathématiques. Je peux dire qu'au début, ça n'a pas été tout facile. Parce qu'il y a d'autres qui apprécient, il y a d'autres qui n'apprécient pas, surtout du côté des femmes. Ils se disent non, être femme, conduire un engin, c'est pas bon, c'est un travail d'homme. Mais il y a des hommes qui apprécient beaucoup parce qu'ils se disent que c'est rare de trouver une femme qui a l'ambition ou bien qui fait ce genre de... Voilà, nous avons visiblement un problème de son ce soir. Toutes nos excuses au passage. Nous passons à l'autre actualité du jour, le rapport 2015 de Amnesty International présenté au public. Et c'est DAPAN qui a été choisi pour l'exercice en exergue la protection des droits de l'homme. Désiré Aloge à DAPAN. De repère. Le rapport 2015 de l'Amnesty International a été présenté au public. Cette année, la présentation suivie de débats sur le rapport concernant le Togo est délocalisée à Dapan. La situation des droits humains fondamentaux a été exposée, une manière, une fois encore, d'attirer l'attention du pouvoir et du public, a toujours œuvré dans le sens de la dignité humaine. Au Togo, bien sûr, il y a eu des évolutions, notamment l'adoption d'un nouveau code pénal qui est à deux dimensions. Une partie où on a vu la criminalisation de la torture qui est un pas assez important, mais tout de même, il y a encore des éléments de préoccupation parce qu'on pense que c'est un code qu'on pourra améliorer dans l'avenir. Mais au moins, on peut estimer que le code pénal actuellement
en incriminant la torture, fait un pas en termes de domestication de la Convention des Nations Unies contre la torture, mais aussi il y a encore des éléments en matière de discrimination qui restent encore dans ce code à améliorer. Deuxièmement, le 2 novembre, le Parlement togolais a posé un acte majeur en ratifiant par exemple le protocole facultatif au Pacte international sur les droits civils et politiques abolissant la peine de mort. Même si le Togo a aboli la peine de mort en 2009, nous estimons que la ratification de cette convention vient compléter la volonté politique engagée par les autorités. Il y a aussi la ratification du traité sur le commun des armes qui sont aussi des pas importants, mais on est assez préoccupé par la restriction des libertés en matière de réunion qui se sont déroulées à Lomé et ailleurs, mais aussi les événements qui se sont déroulés à Mango. La défense des droits de l'homme est une affaire de tous pour contribuer à l'édification d'un monde de paix. Dans la matinée, les sous-thèmes relatifs aux vindictes populaires, les mariages précoces inclus dans le grand thème, la défense des droits de l'homme dans les communautés ont été débattus. Une copie à la fin des travaux a été remise aux représentants du pouvoir central de Togo. Vous venez de nous rejoindre, bien sachez qu'en début d'édition, le chef de l'État, invité d'honneur au 50e anniversaire du PNUD, a évoqué à New York les actions de l'institution nigérienne au Togo. En voici encore l'illustration, un véhicule dont les clés ont été remises cet après-midi au ministère de la Planification. C'est la cellule du Millennium Challenge Account au Togo qui en est le vrai bénéficiaire. Augustin Kossi avec Yves Agbevi. Du matériel roulant pour soutenir le Togo dans ses efforts en matière de la bonne gouvernance, de la liberté économique et de la communication. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a bien voulu, à travers ce don, lui apporter son appui après son élection au programme Seuil Trichard. C'est un don qui rentre vraiment dans le cadre du partenariat de coopération que nous avons avec le Togo de façon générale et dans ce cas plus particulier pour accompagner le travail qui est accompli par la cellule du MCC. Le Togo est donc en discussion avec le gouvernement des États-Unis pour accéder, disons, à ce programme qui est très important. Et le Togo donc a assuré son éligibilité au programme Seuil et donc se prépare pour entrer dans ce qu'on appelle le Compact, qui est le programme global. Le PNUD accompagne le Togo dans ce processus qui devra lui permettre de mobiliser des ressources conséquentes pour son développement. Sa contribution s'élève déjà à plus de 75 millions de francs CFA sur les 2 dernières années. Il attend poursuivre son assistance au pays jusqu'à son éligibilité au programme Compact. Aujourd'hui, au moment où nous nous engageons à travailler pour notre éligibilité au programme global, elle est encore là pour nous dire que le PNUD sera à nos côtés. Très bientôt va démarrer le processus de formulation du programme. Donc ce véhicule vient à point nommé avec le démarrage de l'étude d'analyse des contraintes. Nous en sommes heureux et à nouveau nous disons merci au PNUD. Dans ce contexte, une mission du Millennium Challenge Corporation est attendue à Lomé du 29 février au 3 mars prochain. Elle va échanger avec les autorités sur le processus de préparation du programme pour parvenir à une croissance économique durable et à une réduction considérable de la pauvreté. Voilà, de la voiture, passons aux avions Askai, aux ailes de Boeing pour mieux former son personnel, la planification stratégique, la gestion d'une compagnie aérienne. Et voilà en quoi consiste la formation. Augustin Kossi avec Rachel Awoku.
La compagnie aérienne panafricaine ASKY fait une remise à niveau de son personnel. 2 jours ont permis à une trentaine de ses employés de s'approprier les outils de gestion d'une compagnie aérienne, un secteur qui exige des compétences techniques assez élevées non seulement dans le domaine de l'opération mais également au niveau commercial et de la planification. Le but, c'est effectivement d'avoir un personnel qualifié avec les compétences requises pour gérer la complexité de l'opération qui est une compagnie aérienne. Donc ils ont été formés dans le domaine de la planification stratégique, ils ont été formés dans le domaine de la gestion du réseau et des vols, ils ont été formés sur ce qu'on appelle le revenu management, et donc tout cela participe à accroître les revenus de la compagnie. Les différents modèles de plan d'affaires d'une compagnie aérienne ont été également l'objet de cette formation assurée par les experts du constructeur mondial d'aéronefs Boeing. Ces derniers ont mis l'accent sur le succès de l'entreprise, succès qui passe avant tout par la qualité de ses ressources humaines. C'est une formation qui nous a permis de comprendre la complexité des opérations dans un système aérien. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir un large champ sur l'industrie aéronautique, surtout, disons, la gestion pour maximiser l'économie et faire le choix adéquat de l'avion qui peut permettre de couvrir nos réseaux. Cette démarche stratégique vient matérialiser la politique générale de la compagnie africaine de l'année 2014, celle de construire une compagnie aérienne internationale de premier plan reliant le plus grand nombre de pays au monde. Elle se fonde sur une technologie innovante à même de faciliter la libre circulation des biens et des personnes ainsi que les flux des échanges économiques. Il est 20h26. Claude Ama vient de nous rejoindre. C'est l'autre rendez-vous de cette édition. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va passer directement à la 4e édition du tournoi de la Révélation à Tikpat. C'est dans le Vaud. Tournoi officiellement lancé samedi dernier. En ouverture, Jeune Star d'Achanti a battu Lionceau d'Atikpa, mais 5 buts à 2. Résumé, Lamine Koko Konaté. Le public sportif d'Atikpa dans la préfecture de Vaud a été bien servi lors du match inaugural de la 4e édition du tournoi de la Révélation. Il a eu droit à 7 buts dans le duel Lionceau FC d'Atikpa en vert jaune et Jeune Star d'Achanti. Des jeunes stars qui ont brillé 3 fois en première période, Agbodovi Midodi à 2 reprises et Koudjodi à Mevi. Ces deux ont permis à l'équipe d'Achanti de prendre une avance confortable avant la pause. En seconde partie, les deux équipes vont se tenir au coude à coude en réussissant 2 buts chacune. Avec ce score de 5 buts à 2, le champion en titre, l'équipe d'Atikpa est mal partie dans ce tournoi dont l'objectif reste le même. L'objectif est là, intact, détection et l'éclosion de nouveaux talents. On a constaté que ça fait 6 ans que cette compétition a commencé. On a vu de très bons joueurs ici qui ont joué en sélection des cadets, qui ont joué en championnat de première et deuxième division. Nous espérons que le championnat qui va démarrer très prochainement à partir du mai prochain, si tout va bien, nous aurons quand même beaucoup de joueurs issus de cette compétition qui vont y prendre part. Après le match d'ouverture, dimanche, disciple de Vaughan a battu Lionceau de Netikopé 2 buts à 0. Cette 4e édition du tournoi de la Révélation regroupe 6 équipes réparties en 2 poules de 3 et prendra fin le 26 mars prochain. Et de Vaughan, Claude, direction l'Europe avec les 8e de finale de la Champions League. Les matchs ont été disputés hier. Si Manchester
PS City de Yaya Touré a battu Dynamo de Kiev 3-1 déplacement. PSC Eindhoven et Atlético de Madrid de Antoine Griezmann se sont séparés sur un score de parité 0-0. Jouera donc au match retour. Malgré un nombre supérieur d'occasions, l'Atlético n'est pas parvenu à faire la différence face à une équipe du PSV bien en place défensivement. Dans un Philips Stadium enflammé, ce sont les colchoneros qui entament le mieux cette rencontre. 4e minute, Vietto, préféré à Fernando Torres, part dans le dos de la défense du PSV, mais son ballon piqué dégagé par Bruma. À la demi-heure de jeu, Griezmann parti à la limite du hors-jeu à l'occasion d'ouvrir le score, mais le Français manque son face-à-face. Un Atlético dominateur, mais qui se fait une frayeur dans la foulée. Cafouillage dans la surface, mal négocié par l'attaque du PSV. Seule occasion néerlandaise dans une première période où les Madrilènes ont laissé passer leur chance. À l'heure de jeu, Diego Simeone décide de redonner un peu d'allon offensif à son équipe et fait entrer Fernando Torres à la place de Luciano Vietto. 10 minutes plus tard, le PSV se retrouve à 10 suite à l'exclusion de Pereira pour un deuxième carton jaune. Le match se transforme alors en attaque-défense, mais malgré la présence de Torres, l'Atlético ne parvient pas à percer la muraille néerlandaise. Les colchoneros confirment qu'ils sont la meilleure défense d'Europe, mais il faudra faire plus dans 3 semaines pour se qualifier pour les quarts de finale. Manchester City, de son côté, a pris une très belle avance sur le Dynamo Kiev en allant s'imposer 3-1. Le premier but, regardez, il est marqué sur corner. 15e minute de jeu joué par David Silva, remise de Yaya Touré pour Sergio Agüero. 40e minute, David Silva, l'Espagnol, on le retrouve, mais à la réalisation cette fois-ci, c'est Boujalski qui réduira le score à l'heure de jeu avant le 3e but mancunien. Ici, signé Yaya Touré. En toute fin de match, ils sont très bien partis, les Citizens, pour franchir enfin le cap des 8e de finale, puisque regardez, toutes les équipes qui ont gagné 3-1 à l'extérieur se sont qualifiées pour le tour suivant. Alors, mon cher Gerson, voilà tout pour la part des sports de ce soir. Samedi, Alfred Colani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot au menu Southampton, Chelsea. Merci beaucoup, mon très stylé Claude Damas, ce soir. Vous retiendrez tout à l'heure, à partir de 21h, et bien vous suivrez les assurances au Togo, autopsie de marché à fort taux, à fort potentiel économique. Ce sera dans le magazine Togo en marche avec Pierre Soussoupo et Adolphe Paca. On retiendra surtout l'intervention du chef de l'État à la tribune du PNUD, de l'institution onusienne. Faites, vous le savez, c'est 50 ans, le président Fornia Simbé, l'invité d'honneur, toutes nos excuses. Vous avez suivi le sujet pour la qualité du son de l'intervention du chef de l'État. Très belle fin de soirée chez vous. Reste attaché à la réalisation progressive des